Podcast. Novembre, 6e épisode du podcast Radar. Encore une fois cette semaine, je retrouve Olivier Paiement. Comment ça va, Anto? Ça va mieux que la semaine passée. J'étais un peu fatigué quand même lors du podcast. C'était quand même rough. Les matchs dans l'Ouest, la série mondiale. Ouais. Il y avait pas Wimbledon, mais il y avait quand même bien du sport. Puis c'était intense quand même la semaine passée. C'est la beauté du mois d'octobre. Ouais. On aime ça parce qu'il y a beaucoup de trucs à regarder, mais nos heures de sommeil étaient, disons, amoindries. Il y avait le Frozen Frenzy aussi. Oui, bien sûr. C'est ce gars qu'on fait à chaque semaine. Et on est aussi Hugo Rache avec nous. Salut Hugo. Salut les gars, ça va bien? Oui, je me sens bien aujourd'hui. T'as une casquette des millionnaires de Millionaires. Vancouver et mon beau hoodie bleu marin de BPM Sport. C'est fou, là. T'as le don d'aller chercher des casquettes obscures, toi, Hugo. Ah ouais, mais là, les millionnaires, c'est une des casquettes les plus vendues, d'ailleurs. La casquette des millionnaires, ouais. Pourquoi? Je sais pas. Le logo est cool. Non, le gars est cool. Ouais, le logo est très Ça cool. fait partie de ces équipes obscures qui ont quitté trop tôt, malheureusement, la Ligue nationale de hockey. Les Canucks avaient porté le chandail des millionnaires dans une classique héritage de quelques années. Je pense en 2014-2015. Eddie Lack était le gardien partant. Eddie Lack. Ouais. Wow. Je l'avais oublié. Eddie Lack est rendu agent immobilier en Arizona. Si jamais, là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça sur son LinkedIn. C'est que, hey les gars, ça fait un mois que la Ligue nationale a commencé ses activités déjà. C'est fou à quel point ça va vite. Puis hier, j'ai tombé sur un article que tu m'as envoyé, en fait, Oli, d'ESPN, où est-ce qu'on relate les gagnants des différents trophées après le premier mois d'activité. Et honnêtement, en tant que partisan du Canadien de Montréal, je te le dis, j'étais quasiment surpris, choqué de voir à quel point on a des bons joueurs cette année. On n'est tellement pas habitué à ça. Mais je regardais chaque trophée et on dirait qu'à chaque fois, il y avait un membre du Canadien. C'est fascinant. Je sais que l'échantillon est court, là, mais quand même, c'est impressionnant. Puis on aurait pu s'attendre au contraire, là, parce qu'on connaît le biais des médias américains, là, évidemment The Athletic puis leur bon vieux Corey Pronman. Il y en a bien qu'on a l'impression qu'ils sont un peu contre les marchés canadiens et tout. Mais écoute, on dirait que chaque trophée, ils voyaient un joueur du Canadien au moins être finaliste. Ah, je suis tombé en bas de ma chaise en voyant ça, pour de vrai. Ben, moi aussi, écoute, je vous donne ça rapidement. Évidemment, je pense que personne n'avait de surprise envers le trophée Calder. Matthew Schaefer le remporte selon ESPN après le premier mois d'activité. Certains lui ont déjà donné son Calder. Ouais. C'est quasiment comme de l'acquis, là. Moi, en tout cas, regarde, je pense qu'au Québec, d'avancer ça, et là, je salue tous les gens qui l'ont fait, la plupart, ce sont des bons amis, mais je pense que d'avancer ça, c'est parce que ça génère beaucoup de clics aussi. Oui. Je pense qu'il y a une partie de ça que de dire que la course est déjà réglée, parce que les gens vont faire « non, Demidov ». Mais soyons honnêtes. Vas-y. C'est un peu l'inverse du scénario de l'an passé avec Lane Hudson, Oui. où t'as comme un attaquant puis un défenseur. Oui. Puis là, l'an passé, on n'en revenait pas que les gens, ils comptaient pas Lane Hudson dans tout ça, puis ils voyaient les attaquants devant lui. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Mais je crois que cette course-là va être serrée jusqu'à la fin de l'année. Mais j'ai jamais dit que Schaefer ne méritait pas le Calder. Moi, tout ce que j'avance, c'est que c'est trop prématuré pour avoir un take final que Demidov n'a aucune chance de gagner le Calder puis que la course est déjà réglée. C'est un défenseur de 18 ans aussi. Il va frapper un mur à un moment donné, c'est certain. Puis mais au moment où on se parle, c'est Schaefer qui l'emporte, le trophée. Ben oui. Il n'y a pas vraiment de débat. Tout ça pour dire que la grosse surprise pour le trophée Calder, c'est Emmett Finney, qui est le choix de 7e tour en 2023, qui a déjà 8 points en 12 matchs. Il contribue un peu à l'effort des Red Wings et la belle saison qu'ils ont. Moi, je ne vois pas les Red Wings perdurer. Je pense que c'est une autre équipe qui va frapper un mur. Mais ça joue sur la patinoire. Donc, on verra si Finney et les Wings sont capables de maintenir. C'est un parallèle avec la saison dernière. Les Wings avaient bien commencé la saison l'année passée. Puis après ça, ça avait frappé un mur assez rapide. Puis honnêtement, moi, je suis surpris que les gardiens performent de la manière qu'ils performent, puis que l'équipe continue à gagner, honnêtement. Là, les deux sont en bas de 900 en ce moment en pourcentage d'arrêt. C'est quand même, c'est quand même pas tant bon. Là. Les gardiens des Red Wings sont pas si bons. Regarde, j'ai Cam Talbot ici, il est à 897 de moyenne, et John Gibson, il est à 890 de moyenne. Et malgré tout, on a un bon début de saison pour les Red Wings de Détroit. Non, pas de Jakub Dobeš, selon ESPN, pour le trophée Calder.
Moi, j'explique ça peut-être parce qu'il a quand même joué plus de 15 matchs l'année dernière dans la Ligue nationale, ce qui fait en sorte qu'il est encore éligible, mais comme il y a d'autres excellents candidats, et je pense que ça reflète la réalité pour vrai, là. Je pense qu'à talent égal, à candidature similaire, les voteurs vont prioriser quelqu'un qui en a ses premiers pas et non quelqu'un qui a goûté quand même aux séries éliminatoires l'année passée dans la Ligue nationale. Ouais, ça c'est sûr. Parce que je pense que pour le Calder, il faut avoir au moins 26 ans et moins. Exact. Jamais joué plus de 25 matchs dans la Ligue nationale. Fait que Jakub Dobeš, dans ces deux catégories-là, il est proche. Là. Il est à 24 ans. Il a déjà joué quand même une quinzaine de matchs au moins l'an passé. Fait que c'est sûr qu'il y a ça à prendre en compte, mais crime. Le gars est invaincu. Là. Non, il a une excellente saison. Disons, Jakub Dobeš finit par supplanter Samuel Montembeault, devient le gardien numéro 1 du Canadien cette année, puis disons qu'il goal une cinquantaine de games, puis il en gagne 30 là-dessus. Il va falloir qu'il soit finaliste, puis en très bonne considération, comme Dustin Wolf l'an passé avec les Flames. Oui, exactement. Écoute, il fait la différence un peu présentement, puis non seulement ça, mais on veut pas aussi peut-être s'embarquer dans une saga genre Calder plus vieux. Vous vous souvenez de Michael Bunting, puis Artemi Panarin, puis donc... En même temps, il y a des règles établies pour ça. Ouais. Je veux dire, ça a été refait il y a plusieurs années parce qu'il y avait eu... Pour Sergei Makarov. Exact. 31 ans, il avait gagné. Ben oui. C'est ridicule. Je pense que c'était le troisième joueur le plus vieux sur son équipe. Il a gagné le Calder. Ouais, ça, c'est drôle. La règle, elle est établie. Fait qu'au final, c'était en bas de 25 ans. D'après moi, c'est anybody's game. Ouais. C'est comme ça que je l'interprète. Ouais. Mais c'est c'est sûr. Dobeš. Ouais, vas-y, go. Non, mais j'allais juste dire, c'est sûr qu'il va falloir qu'il soit considéré, là, comme Ali l'a dit, parce que honnêtement, là, c'est incroyable ce qu'il fait. Il faut que ça se poursuive. Ouais. Puis, Dustin Wolf, il avait les rênes de l'équipe parce que Dobeš aura une charge de travail similaire. La clé de cette réponse-là réside chez Samuel Montembeault. Ce sera une discussion pour une autre fois. Cela dit, Dobeš reçoit quand même de l'amour de cet article de ESPN, je le rappelle, un site américain, et non comme si c'était une liste qui avait été dressée par nous ici à BPM Sport. Il est finaliste au trophée Vizina. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Il se retrouve dans la même conversation que Logan Thompson qui remporterait le titre, encore une fois après seulement un mois d'activité, et Connor Hellebuck, qui est un futur membre du Temps de la Renommée, qui a déjà plein de Vizina en poche, le Hart l'année passée. Tu retrouves Jakub Dobeš. Non, écoute, c'est un bel honneur, puis honnêtement, il mérite un peu sa place là pour l'instant, parce que parmi tous les adversaires du Canadien présentement, on n'a pas vu des gardiens avoir une aussi grande stature que Jakub Dobeš devant son filet présentement, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire? Les adversaires du Canadien n'ont pas les bons gardiens depuis le début de l'année? Ouais, mais dans le sens que, tu sais, on fait le tour d'horizon de la Ligue nationale, on regarde un peu comment les gardiens se comportent. Moi, personnellement, de les gardiens que j'ai vus jusqu'à présent depuis le début de la saison, j'ai pas vu de gars qui avaient une stature aussi importante que celle de Jakub Dobeš. Il paraît gros, il est agressif, il couvre beaucoup de filets et honnêtement, c'est très, très cool à voir et on voit que lui, il est quand même en mission là, cette année. Ouais. Hey, encore une fois, cette semaine, j'ai oublié de le dire. Excusez, c'est tellement déconstruit, ce podcast-là. Je pense parce qu'on est fatigué. Il y aura des mots à chercher dans le podcast si ça vous intéresse. Il faut essayer de les repérer là, à travers le podcast d'aujourd'hui. Dobeš, le Vizina, Ali. Honnêtement, pour moi, c'est impossible là, qu'il soit finaliste à la fin de la saison, mais ça reste un exploit remarquable. Ouais, regarde, en ce moment, il est deuxième pour la moyenne de buts alloués à 1,97. Pourcentage d'efficacité, il est troisième à 930. Et je ne sais pas si vous connaissez la fameuse statistique des buts sauvés, là, qui est une statistique avancée. Il est cinquième dans la Ligue à 8,2. Fait que statistiquement, il est excellent. Puis avec le high test, quand tu regardes les games, il est solide. Là. Il est en confiance. Il donne pas vraiment de mauvais buts. Il fait toujours les bons arrêts. Je dirais pas qu'il a volé de match encore pour le Canadien, mais il fait vraiment le travail. Oui, sans aucun doute. En fait, quand il est devant le filet, moi, j'ai confiance. Je pense que le Canadien a la bonne chance de gagner. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ce soir, contre les Devils du New Jersey, celui qui remporte le trophée, c'est Logan Thompson. Honnêtement, c'est pleinement mérité. Thompson a participé à 9 rencontres depuis le début de la saison. Et il a toujours accordé 2 buts au moins. Wow. Il est à 1,45 de moyenne de buts alloués. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ce sera le gardien de but numéro 1 aux Olympiques pour l'équipe canadienne, Logan Thompson. Et si ce n'est pas le cas, tout en maintenant un rendement similaire, là, on s'entend que si jamais ça glisse ou il se blesse, c'est un autre débat. Mais s'il y a un rendement encore qui le performe très bien, puis qui n'est pas gardien de but numéro 1 aux Olympiques, moi, je pense qu'il va avoir encore un petit scandale cette année. C'est sûr, pas le joueur. Puis en plus, Logan Thompson, son développement ne fait que s'améliorer d'année en année. Depuis son année 50-50 à Vegas, après ça Washington,
ça a toujours été des résultats beaucoup plus constants. Et non seulement ça, mais Logan Thompson a quand même un avantage présentement. C'est le fait qu'il goal de l'autre côté, qu'il attrape de la droite. Tu trouves que c'est un avantage, ça? C'est un avantage parce que c'est quand même une adaptation pour les tireurs. On s'attend à avoir le bloqueur où il y a la mythe. Ouais. Ça fait assez longtemps aussi qu'il est dans la ligue, fait que c'est sûr qu'il y a une certaine adaptation qui a déjà été faite, mais reste quand même que c'est pas le même côté. Et ça peut changer des habitudes. J'ai tendance à être d'accord avec Hugo parce qu'un tireur qui s'amène, qu'il sait que dans cette position-là, son go-to, c'est de viser opposite, low blocker. Mais là, il y a une grosse mitaine à ce trou-là. Tu sais, les automatismes sont comme mis à l'épreuve et je pense que c'est peut-être mineur, mais ça reste un atout en faveur de Logan Thompson. Moi, j'ai l'impression que vous sous-estimez à quel point Hockey Canada sont conservateurs. Puis je sais que Jordan Binnington n'a pas une très bonne saison, mais c'est lui qui a gagné la Coupe des 4 Nations. Il a gagné la Coupe avec les Blues de Saint-Louis. Armstrong, c'est son DG, c'est le DG d'équipe Canada. Et il y a beaucoup de gens dans l'équipe Canada qui n'aiment pas Logan Thompson. C'est pour ça qu'il n'avait pas été aux 4 Nations. Fait que moi, je pense qu'il est trop tôt pour lui donner tout de suite le titre de numéro 1 parce que, honnêtement, tu le sais jamais avec eux. Des fois, ils vont faire des décisions qui sont pas nécessairement basées sur le concret, sur ce qui se passe vraiment, mais parce qu'ils ont des billets internes à eux. Oui, peut-être. Mais en même temps, c'est Logan Thompson qui mérite d'être là. Oui. Puis moi, de m'emmener le Boys Club, comme on l'a vu trop souvent dans le hockey junior dans les dernières années, arrêtons de se penser meilleurs que les autres et mettons les meilleurs en place. Ouais. Puis l'année passée, ça a passé à un poil de perdre. Jordan Binnington a été excellent. Il mérite clairement son poste. T'sais, il s'est pas fait carry, là. C'est pas parce que l'attaque marquait 7 buts qu'il a remporté la médaille avec la Coupe des 4 Nations. Mais ça reste que c'est tellement serré avec les Américains. Puis là, c'est les Jeux olympiques. Pour moi, c'est primordial d'amener ton meilleur gardien et d'y donner Puis au final, au pire, faites une compétition à l'interne rendue là avec les premiers affrontements. Puis celui qui performera le mieux aura le net. Mais Thompson doit absolument être dans la conversation. Mais absolument. Tu sais, ce que je vois par rapport à ça, c'est s'il y a une constante au niveau des chiffres. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, Logan Thompson à lui-même va éventuellement, s'il continue à performer de la sorte, mettre la direction d'équipe Canada au pied du mur. Parce que là, à un moment donné, les chiffres, tu sais, c'est comme, regarde ma moyenne, regarde mon pourcentage d'arrêt, et ça a été ça depuis le début de l'année. Et tout le monde le voit aussi. Là, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va clocher là, si la décision n'est pas là. Ah ouais, je suis d'accord. Autre trophée Norris. Kel McCarr, sans surprise, large domination au niveau des votes, remporterait le trophée. Je pense que tout le monde s'entend sur celle-là. Les finalistes, Josh Morrissey et Mike Madison. Ouais. Toujours selon ESPN. Là. Honnêtement, si tu m'avais dit qu'il y avait un joueur du Canadien qui est finaliste, je pense pas qu'il y a personne qui aurait dit Mike Madison. Non. Tout le monde aurait parlé de Ben Hudson, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça montre à quel point il connaît une saison vraiment incroyable, Mike Madison. Non seulement il connaît une saison incroyable, mais même dans l'article, c'est mentionné qu'il a obtenu un vote de première place. Donc, il y a un observateur américain chez ESPN qui considère que Mike Madison a la meilleure saison présentement chez tous les défenseurs de la Ligue. Ça, c'est fou, ça, pareil. Ça, je lève mon chapeau à cette personne-là parce que ça veut dire qu'il regarde les matchs du Canadien de près. Là. Parce que si tu te fies juste aux feuilles de pointage, aux stats, Mike Madison ne casse rien. Je pense qu'il est à 7 points en 13 matchs. C'est loin du sommet chez les défenseurs. Mais quand tu regardes la façon dont il joue, sa prestance sur la glace, défensivement, c'est un shutdown. Super bon en jeu de transition. C'est un corps arrière avec la rondelle. Puis sa paire avec Noah Dobson est super efficace. On s'entend qu'il ne sera jamais finaliste au Norris dans la vraie vie. Non. Mais c'est un argument de plus, après ça, pour Mike Madison dans ses négociations contractuelles. Il connaît tout un début de saison. Les minutes qu'il mange. Il est tout le temps sur la glace. C'est ça. Puis d'ailleurs, moi, en fait, la question se pose, et ça, c'est un débat éternel pour le trophée Norris, mais est-ce qu'éventuellement, on devrait avoir un trophée accès aux meilleurs défenseurs défensifs? Ah, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'on s'entend que probablement que cet expert-là d'ESPN qui regarde les matchs du Canadien puis qui met Matheson en premier, c'est parce que il considère son apport défensif. T'as pas le choix, là. Exact. Et de toute façon, si on s'entend, c'est un trophée de points, là. Parce que si tu y allais vraiment juste à la définition de c'est qui le meilleur défenseur, Kel McCarr gagnerait à chaque année. Ouais. Puis Jacob Slavin serait là dans les finalistes. Exact. Ce qui est pas le cas.
Non. Exact. Fait que, puis c'est des Eric Carlson, puis c'est des John Carlson, puis on en a vu quand Des même. Quinn Hughes, Zach Werenski. Ouais, mais tu sais, Ouais. c'est quand même des gars qui sont capables de se débrouiller défensivement, mais au final, ce n'est pas le meilleur défenseur complet. C'est vraiment un défenseur à caractère offensif. On se rappelle Eric Carlson qui avait gagné le Norris avec une centaine de points, mais qui était comme moins 15. Genre. Ah ouais, Ben oui. exact. Ouais, c'était non, épouvantable. c'est vraiment, c'est ça. C'est drôle, mais peut-être qu'un jour, la pression populaire gagnera la Ligue nationale de hockey. Peut-être que quand Gary Bettman quittera, parce qu'on le sent là, que ça s'en vient, il n'y a pas encore de date d'avancée, ben là, la convention collective est réglée. On parle peut-être d'une expansion. Peut-être qu'une fois que ce dossier-là sera réglé, ça va être la fin pour Bettman. 5 ans maximum, d'après moi. Peut-être que le nouveau commissaire instaurera un autre trophée. Est-ce qu'il y aurait un autre trophée aussi, à part le meilleur défenseur défensif? Un autre trophée qu'on voudrait ajouter? Ouais. Genre quoi? Bonne Je question. sais pas. OK. Bonne question. Tu sais, je pensais que tu avais une Non, suggestion. je viens Non, c'est juste de une penser question à ça. ouverte. À brûle pour point comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Il y en a un qu'il y a dans la NBA que je trouve le fun. C'est le joueur le plus amélioré. Ça, je trouve ça intéressant comme trophée. Ça Mais il y a un pourrait peu être le cool. trophée. Bill Masterton. Ouais, je c'est pas sais. exactement la Ça, même c'est chose. plus le retour de l'année, Ouais. je dirais. Ouais. Dans la Elle NFL, fait ils ont preuve ça. de Là, c'est persévérance, ça. puis- Dans la NFL, ils ont ça, le Comeback Player of the Year. Ouais. Puis le Bill Masterton, c'est un peu ça. Faudrait qu'il ramène le trophée Bud Light plus et moins. Jean Leclerc a gagné ça. Dans une fois Martin canadien. Saint-Louis a gagné ça. Ouais, aussi. Le Ça serait, trophée ça serait Bud malade. Light. Un trophée qui est là pour rester, c'est le Selkie. Et là, ce n'est pas un finaliste, mais c'est un gagnant chez le Canadien de Montréal, Nick Suzuki, devance Anthony Cirelli, Nico Hischier et Jordan Stahl, qui ont tous eu le même nombre de votes. Suzuki l'emporte. Et ça, honnêtement, autant je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux de Bech et Madison et j'anticipe que ça va s'estomper. Je pense sincèrement que Nick Suzuki a d'excellentes chances de gagner le Selkie cette année. Ouais. Il est tellement efficace défensivement. Puis on l'a vu dans le dernier match contre les Flyers. Gros tir qui bloque en fin de match. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait cette année. Ouais. T'as 53% aux mises au jeu. Le Canadien passe très peu de temps dans sa zone défensive quand il est sur la glace. J'ai peur que le fait qu'il joue pas en désavantage numérique, ça le nuise parce que souvent les gens qui votent, ils se fient beaucoup aux statistiques, au temps de jeu, notamment en désavantage numérique. Mais honnêtement, c'est un vrai two-way center, un vrai gars complet sur lequel tu peux miser pour affronter les meilleurs trios adverses à la maison, sur la route. Il mériterait à 100%. Je suis d'accord, il se comporte super bien. Puis là, je veux pas faire mon conspirationniste, mais je vais le faire un peu. Je mets mon chapeau d'Oli et je dis est-ce que c'est parce que Barkov est out pour la saison et que Kopitar C'est sûr. commence à battre de l'aile un peu? Ben, c'est Parce que c'est un sûr. trophée de réputation. Ouais. Le trophée Selkie, c'est le pire trophée de réputation. C'est pas pour rien que, tu sais, avant, là, c'était Bergeron, Taze, puis Kopitar. On en a un différent Ouais, chaque ouais, année. Là. 100%. Puis là, Barkov, à un moment donné, quand Barkov il est s'est développé, arrivé. il s'est ajouté, puis c'est ça. Là. C'est comme un trophée d'acquis. Tu sais, Ouais. j'ai Ouais. réussi à m'entrer dans la conversation, fait qu'à chaque année, j'obtiens des votes. Mais pour moi, là, puis je veux pas critiquer les journalistes, mais je pense que des fois, on fait pas nos devoirs, puis on vote peut-être un petit peu. Et là, je généralise, là, puis c'est probablement plus ou moins vrai, là, mais il doit y en avoir quelques-uns que c'est ça, que c'est comme la facilité. Ah ouais, Ouais. ben, la Et- réputation qui parle. Là. Et au final, le fait que le Canadien devient une équipe pertinente, parce que dans les dernières années, ben, est-ce que les autres journalistes qui ne sont pas attitrés à la couverture du Canadien s'y intéressent beaucoup alors que c'est un club de fond de classement? Non. Ah, on a fait des séries l'année dernière. Ah, tranquillement, Nick Suzuki, pas loin de 90 points. Cette année, il est en feu. On commence à s'intéresser à lui. Fait que moi, je pense que les ingrédients sont en place pour que Nick Suzuki ait la reconnaissance de ses pairs. Et n'oublions pas, à travers ça, potentiellement une participation aux Olympiques, Écoute, qui est un autre événement où est-ce que tout le monde va le regarder. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Puis c'est drôle parce que là, tu vois, mettons, des publications de Spinning Chicklets puis des médias américains. On dirait que les gens découvrent les Canadiens de Montréal. Ouais. C'est comme, ils sortent pas de nulle part, les Canadiens. Il fait longtemps qu'ils sont là dans la ligue. Là. Mais là, là, ils sont le fun. Puis là, vu que Chicklets en parle, vu que BR pour Open Ice fait des posts là-dessus, là, c'est le fun. Mais tu sais, en même temps, c'était un club pendant longtemps. Là. En tout cas, moi, toute ma vie, le Canadien, c'était une équipe qui était plate à mort. 100%. Là, tu sais. Puis on se faisait tirer par... C'était cool, là. C'était des belles histoires, mais c'était des grinders, là, des David Desharnais, des joueurs comme ça, avec un gardien exceptionnel en Carey Price. Là, moi, c'est la première fois de ma vie que le Canadien a une équipe talentueuse, spectaculaire. Puis, tu sais, enfin, tu sais, les Devils arrivent ce soir, les Devils ont Jack Hughes et compagnie. Le Canadien n'a rien à envier aux Devils niveau talent puis niveau jeu spectaculaire. Honnêtement, là, puis tu sais, je suis quand même 10 ans plus vieux que toi, là. Pour la première fois de ma vie, tu as toute raison dans ce que tu viens de dire, mais je pense que des crinqués comme nous, ailleurs en Amérique du Nord, pourraient porter des chandails du Canadien. Ben oui. Tu sais, tandis que, mettons, nous, ici au Québec,
c'est quand même assez normal de voir un chandail de Connor McDavid ou de Nathan McKinnon ou de Kirill Kaprizov ou de Jack Hughes ou de Mikko Rantanen ou peu importe, tu sais, d'avoir comme c'est un certain swag, tu sais, c'est un joueur le fun, puis tu représentes ce joueur-là. Ben, je suis convaincu qu'il y a des kids comme nous à Seattle ou peu importe où en Amérique du Nord qui peuvent avoir un chandail sur le dos de Caulfield, de Demidov, de Hudson. Tu sais, on s'entend, là, Hudson puis Demidov, là, ils ont le potentiel d'un jour devenir peut-être des joueurs top 10 dans la LNH. Là. Oui. Tu sais, Suzuki est super bon. Je pense pas que Suzuki sera jamais un gars top 10 dans la Ligue nationale. Caulfield, il va peut-être marquer 40-50 buts. Mais Demidov et Hudson, ils ont le potentiel d'être peut-être les meilleurs joueurs à leur position un jour. J'irais même jusqu'à dire que Hudson et Demidov, un jour, pourraient se retrouver sur la couverture du jeu de NHL. Oh! Peut-être l'an prochain. Wow. Non, mais Hey, ça serait bon ensemble. Ça serait malade, là. C'est-tu possible ou pas? C'est possible. 100%. Parce que je pense que pour avoir ça, ça te prend un certain aura. Ce que Nick Suzuki n'a pas. Non. Nick Suzuki a un excellent aura de capitaine. Ouais. Il mène par l'exemple. Tu sais, Nick Suzuki, c'est le genre de gars que t'espères que ta fille te ramène à la maison. C'est ça. Hey, voici mon nouveau chum, papa. C'est ça que t'espères. C'est pas Stéphane Diggs, là. Non, c'est pas Stéphane Diggs. Mais tandis que Demidov et Hudson, sans que c'est... Tu sais, Hudson, ça a l'air d'un super bon garçon aussi. C'est pas, le point n'est pas là. Mais nous, il n'y a pas le temps d'avoir une blonde. Là, Il y en a une en passant. Ah ouais? Ouais. Mais l'aura que dégage ces gars-là, c'est un aura de superstar, de rockstar. Ouais. Ce sont des vedettes, sont spectaculaires, sont flamboyants. Puis c'est pas que Suzuki ne l'est pas sur la glace non plus, c'est juste qu'il ne dégage pas exactement la même énergie. Je mets mon argent sur la table. Un jour, un de ces deux-là, Hudson ou Demidov, va être sur la couverture de NHL. C'est bon, ça. J'adore. Ouais. Pour de vrai, là. C'est sûr. C'est qui le dernier joueur du Canadien à avoir été sur la couverture? Il n'y en a pas eu un. Ah ouais? Il n'y en a pas eu un. Je te confirme qu'il n'y en a pas eu un. J'ai connais quasiment par cœur. Ah, il n'y a jamais eu. Est-ce qu'il y a moins de joueurs canadiens? Quinn c'est pas retrouvé là-dessus? Quinn Hughes ça a été la version américaine. Moi, je parle du vrai jeu. Là. Je parle pas de la version qu'on peut avoir ici au Québec, qui là, on va avoir Alex Kovalev ou Camilleri. En fait, je parle du vrai jeu disponible à tout le monde. Subban a été, mais il était déjà avec les Preds. Ouais, c'est ça. Il était avec les Preds. Exact. Quinn Hughes, il a été dessus en NHL 25. Ouais. Mais non, il n'y a jamais eu de joueur du Canadien. Matthew Tkachuk, les frères Tkachuk. Matthew Tkachuk va être là. Brady Tkachuk. Brady Tkachuk n'est pas là, mais Matthew Tkachuk, c'est celui de cette année. Ouais. C'est celui de cette année. Les deux ensemble, c'est ça. Non. Non. Brady est sur l'édition Deluxe avec son frère et son père, mais le vrai jeu, c'est juste Matthew. Ah, ouais, exact. OK, je pensais que c'était le vrai jeu. Non, c'est ça. Il y a eu une couple de Québécois. Bergeron, Brodeur a été dessus. Ouais, 2014-2015. Franco-Ontarien, Claude Giroux a été dessus. Vincent Le Cavalier. Ouais, mais moi, je parle des joueurs du Canadien. Des joueurs qui ont évolué pour une équipe canadienne. Il y en a moins. Il y en a moins. Il y a eu Connor McDavid en 2018. Jerome McGinley en 2003. Ouais. Marcus Naslund en NHL 2005. Ah, quand même. Mais ouais. Sarah Nurse, NHL 2023. Avec Trevor Zegras. Avec Trevor Zegras. Ouais. La famille Nurse, c'est des vrais athlètes. Ouais. Kia Nurse, Darnell Nurse. Intéressant. Je pense quand même qu'un jour, le Canadien, ça recommence à être vendeur. Là, on les voit passer les tweets, les Mike Commodore. Il y a quelqu'un d'autre que Brian Boyle, je pense. Tu sais, le Canadien est une équipe excitante. Ouais, c'est Brian Boyle. À regarder jouer. Bon, ben ça commence à faire un buzz. Et puis là, veut pas. Il va y avoir de plus en plus de matchs qu'on va vouloir présenter, des matchs prime time. On va vouloir mettre de l'avant ces équipes-là parce que ce sont des équipes qui sont bonnes pour faire mousser l'intérêt du sport. Je me souviens, là, dans le temps, j'étais à Dave Morissette en direct, en tout respect pour Claude Julien, quand c'était l'entraîneur-chef du Canadien. Il y a des fois où est-ce que, en après-match, c'était pénible, là, parce qu'on jouait un système défensif. Puis là, c'était Jordan Wheel à outrance. Puis on espérait donc carry goal sur la tête. Bien là, maintenant, c'est un style offensif, puis spectaculaire, puis amusant. Puis je pense que c'est le cas pour nous ici, mais c'est le cas pour tous les téléspectateurs qui tombent sur les matchs du Canadien de Montréal. Ben, c'est clair, là. Puis, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une prolongation, puis à chaque fois qu'il y a une supériorité numérique, là, tout le monde est au bout de leur siège tout le temps. Tout le temps. L'autre fois, ils perdaient 3-0 contre les Flyers. Il n'y a personne qui est parti du Centre Bell. Là. Tout le monde avait... Exact. Je veux pas dire qu'on avait la certitude qu'il allait revenir, mais on avait tout comme une certaine confiance, surtout une fois qu'ils ont marqué le premier but. Oh, la machine est partie. Loin d'être fini ce match-là. Exact. Et ils peuvent.
D'ailleurs, parlant de but, Caulfield à égalité présentement pour le Maurice Richard. Ça, c'est pas une opinion d'ESPN, c'est un fait. Il est à égalité en tête des buteurs. Ça va être intéressant de voir si Caulfield est en mesure de maintenir le rythme. Personnellement, je ne crois pas que Caulfield va être dans la course longtemps, mais 45 buts, c'est pas impossible. Mais encore une fois, tu parles d'évolution. C'est une évolution pour ces deux-là. Tu sais, même Nick Suzuki, sa cadence de points, puis tu l'as dit à matin dans le club, tu sais, il y a tout le temps une amélioration d'année en année. Puis, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va être envisageable. Mais oui, je pense que c'est un chiffre très respectable pour Cole Caulfield de 45 buts cette année. Et on voit aussi que Cole Caulfield est capable de se trouver de différentes manières de scorer. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le but qu'il a scoré en prolongation à Seattle contre Joey Daccord. C'était pas un tir. On a essayé de battre l'intelligence du gardien de but. Il a freiné, il est revenu sur ses pas, puis il a été capable de l'enfiler entre le patin et le poteau. Ouais. Ça, d'habitude, sur un sniper, sharpshooter, tu le vois pas, ça. Mais Avant, il venait tout de son bureau. Exact, Là. Il était exact. au cercle gauche, puis tir sur réception, tir du poignet. Maintenant, il prend des rebonds. Des fois, c'est en déjouant le gardien. Comme il y a vraiment... C'est un marqueur qui est beaucoup plus polyvalent. Puis, ironiquement, Demidov fait souvent une brillante passe à un joueur qui est au cercle gauche. Ouais. C'est pas Caulfield. Mais c'est pas Caulfield, c'est Suzuki. Mais éventuellement, ce sera Caulfield qui va attirer avantage de cette brillante passe-là. Ouais, exact. Et elle va se retrouver dans le filet. Parce que clairement, l'avantage numérique 2.0 du Canadien va permettre de générer plus de buts. Fait que Caulfield, d'après moi, ça s'arrêtera pas. Ce serait peut-être cet avantage numérique-là au complet sur la couverture d'un NHL. Toute l'équipe. Et Patrick Laine, genre, le regard distant. on va voir Patrick Laine sa galerie de presse juste en haut, juste dans le coin. Ah, God. Pour le trophée de Jack Adams, on retrouve pas Martin Saint-Louis. Il n'a pas été parmi les finalistes. Sans surprise, en tout cas pour ma part, c'est Dan Muse qui remporterait le titre. Parce que qui avait prévu cette poussée-là des Pingouins, qui encore à ce jour, je n'y crois pas, mais il faut quand même leur donner. Joe Kenville avec les Ducks et André Tourigny, pleinement mérité. Et l'autre finaliste, d'ailleurs, ce sera le prochain adversaire du Canadien, le Mammouth, samedi. Très content pour André Tourigny. Honnêtement, il travaille fort, puis ça a été long. Avec Utah, mais je pense qu'il commence à récolter les fruits. Puis content pour lui parce qu'à un moment donné, on pouvait se demander est-il un peu dans l'eau chaude? Pourrait-il écoper? Finalement, on a décidé de garder André en place et finalement. C'est tout un coach. Ça n'a pas. Les gars, hier, moment historique dans la Ligue nationale de hockey, 900e but pour Alex Ovechkin. Un chiffre absolument énorme. Incroyable. C'est incroyable, effectivement, ce qu'il a été capable d'accomplir. Pas un but à la Ovi, honnêtement, là, un but un peu spécial, mais le fait qu'il lance de cette façon-là hier illustre bien la carrière d'Alex Ovechkin. Moi, je lance de n'importe où. J'ai un bon lancer. Je suis capable de scorer. Puis il le fait encore à 40 ans. Je parlais tantôt dans 100% Max, son alimentation est complètement ridicule. Tu sais, le gars, il boit du Pepsi sur le banc puis du Dr Pepper à l'entracte, mais c'est un phénomène naturel. Là. Pour de vrai, ce gars-là, il pourrait jouer dans la LNH à 60 ans. Je pense qu'il marquerait encore des buts. Faut en profiter pendant qu'il est encore là, parce que c'est sûrement sa dernière année, mais honnêtement, 900 buts, c'est fou. incroyable. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Puis à affronter peut-être la meilleure époque de garder la LNH. Là. Jusqu'à fin 2000, début 2010. Là. Ouais. Il a affronté les Brodeur, les Luongo, les Lundqvist, Et Price. les Price. Tous les soirs, tu affrontais un gars qui était excellent devant le filet. Là. Honnêtement, tout fonctionne, mais tu lui donnerais une pelle, tu lui donnerais une spatule, tu lui donnerais n'importe quoi. C'est un marqueur-né qui trouverait le moyen de marquer des buts. Assurément. Puis honnêtement, ça, c'est drôle. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai écouté le podcast Direct sur le tape, puis le dernier épisode, c'était Nicolas Aubé-Cubel c'est ça. qui était là. Puis ils ont mis aussi cet extrait-là sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé à des autres, mais dans le fond, Alex Ovechkin a sur speed dial un gars du Subway quand il s'en va sur la route. C'est incroyable. Quand il prend l'avion, il doit avoir son 12 pouces dans l'avion tout le temps et un 6-pack de bière aussi. Bien important. Bien important. Et des Cheetos piquantes. Ouais, Un exact. athlète professionnel. Imaginez, après ça, t'as Crosby qui est l'opposé complet. Ben oui. Ah non, ça, c'est fou. Et du coke dans sa bouteille d'eau sur le banc. C'est ça. C'est du coke. Il y a Du coke sur le banc. Il boit du coke sur le banc. Puis du Dr Pepper à l'entracte. Ouais. Puis avant les games, il mange
4 morceaux de poulet parmesan. Le parmesan. frit Ouais. Avec des pâtes puis 2 morceaux de pain à l'ail. Je t'ai dit. Je pense que c'est Kevin Shattenkirk. Il racontait que quand il débarquait avec les Capitals, il trouvait ça intense. Fait qu'à un moment donné, il était comme, je vais l'essayer. Puis il avait full mal au ventre pendant la game. Il était comme, je me sentais tellement Ben oui. Ça a pas d'allure. Il est vraiment pas à l'aise. Non, c'était comme genre des pâtes Alfredo. C'était comme un gros repas là, avant le match. C'est épouvantable. Mais le six-pack, c'est malade, là. Ouais, le six-pack, c'est malade. C'est après la game, gagne ou perd sur l'avion. Un Il y a son six-pack. six-pack de Pilsner qui l'attend à son siège. Ouais. Puis lui, il est comme dans une ligue de... Honnêtement, ce gars-là, genre, on dirait que dans sa tête, il joue dans une ligue de garage. Mais c'est le meilleur buteur de l'histoire. Ouais, non, c'est ça. Ah, c'est fou. Ah, Non, c'est je vraiment sais. incroyable. Avez-vous vu, par contre, une fois que ce moment-là, disons-le, digne de mention, a été marqué, Jordan Binnington a fait le show. Hey. Il a essayé de voler la rondelle. Hey, Et ça a moi, pas je d'allure. n'adhère pas à la théorie de je joue au petit cachetier. Non, moi, je pense vraiment qu'il essayait d'être Il était fâché, là. Mais méchant, puis d'être mesquin. Puis Si de- c'était n'importe qui d'autre que Jordan Binnington, j'aurais cru que c'était un accident. Mais lui, là, c'est un fucker. Là. Lui, Ben comme, oui. tu sais qu'il veut niaiser, puis il aime pas ça, puis comme... Mais tu le vois dans la reprise. C'est d'ailleurs là qu'ils l'ont vu. C'est après, c'est durant la reprise qu'ils ont vu que Bennington a essayé de cacher à Puck. Le, Ouais, juge non, de tu ligne, fais le ça. juge de ligne l'a pogné sur le coup. Ah ouais, ok, Ouais, ok. ouais, Je le savais juge pas. de Je ligne pensais l'a que vu c'était sa faire. Ouais, reprise. Hey, c'est fou, là. Tu le vois là, comme tourner le coin après le but, là. Il essaie de comme cacher la rondelle dans Mais, sa mais culotte. quoi il s'attendait? Mettons que personne ne le voit, là. Est-ce qu'il continue le match avec la rondelle Ouais, dans c'est les ça. culottes? Tu le Mais mets il la où, genre? ramène chez lui. Hey, même, qu'est-ce que tu fais avec la rondelle après, genre? Ou genre à T'avances sur l'entraque, eBay. à l'entraque, il l'a renlevé probablement, mais... Ouais. Puis Ouais, là, non. après avoir fait ça, ce petit tour de passe-passe-là, ça s'est pas bien passé pour Bennington. Là. Ouais, il a accordé 2 buts en 4 minutes après. Hey, il est mauvais cette année, il est mauvais. Mais à quoi tu joues pour vrai? Ouais, Déjà non. que les Ouais. Blues, ça va pas super bien. Là. Non. Un qui incarne ça, malheureusement, puis je veux pas qu'on lui casse du sucre sur le dos, mais j'ai vu un graphique tantôt. Là. C'était un graphique qui mettait pas en valeur Logan Mayou. là. Tous les joueurs étaient condensés à droite de l'écran de petit logo Ouais. et complètement seul à gauche. Tu avais le petit insigne de Logan Mayou. Écoute, hier encore, fiche de -3. Il n'a pas encore de points cette saison. Il est rendu à -12 cette année. Ouais. Hey, c'est un -1 par match. Là. Ken Hughes paraît encore très bien. Ouais. Puis, je sais pas. Personnellement, j'ai jamais été un fan de Logan Mayou. Là. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui... Tu sais, dans sa lecture du jeu, il y a tellement de failles. Il prend des mauvaises décisions. Puis, je veux pas dire que je suis pas surpris, là, mais comme... je m'attends pas à ce que Logan Mayou fasse long feu dans la Ligue nationale, Mais personnellement. tu sais, Logan Mayou, selon moi, a comme un peu la même structure de jeu que Evan Bouchard. Puis. Ouais, mais il est pas bon. Ouais, Mais non, mais ouais, c'est en ça, sans le version talent. light, Ben oui, t'as là. raison. En version Mais ouais. light, mais c'est 2 gars qui viennent de la structure des Knights de London aussi. Gros droitier avec Ouais. une shot. Bonne shot, ouais. Ouais. Qui ne Mais- soucie pas vraiment de leur défense. C'est Exact. ça. Ouais. C'est juste que Bouchard, il compense tellement par son jeu offensif que c'est correct. Ouais, puis Mais ça marche. si c'est ça. Bouchard jouait pas à Edmonton, Hmm. récolterait-il autant de points? Non. Tu sais, parce que, C'est je sûr veux que dire, à un non. moment donné, quand que l'avantage numérique, tu surveilles étroitement McDavid, puis tu n'as pas le choix d'avoir du monde sur Draisaitl, ça se peut que le lancer de la pointe soit ouvert. C'est le rôle parfait pour lui. là. Puis il y a un bon lancer, fait que ça va, il va marquer. Tu sais, par Tyson moment, là. Barrie avait pas eu des points aussi à Edmonton. Tyson Barrie Tyson Barrie a été comme étiqueté comme un spécialiste de l'avantage numérique pas mal toute sa carrière, un bon défenseur qui bouge la rondelle. Mais oui, il avait fait pas mal de points. Je pense que c'était comme sa renaissance entre guillemets. Puis après ça avait vraiment ça s'était Ouais, il avait eu effondré. 41 puis 43 points quand même avec Quand même, les ça. Oilers. Ouais, c'est ça. C'est pas de la boîte, là. Non, exact. En tout cas, j'ai hâte de voir, parce que moi, Bouchard, c'est vraiment pas. Moi, je suis pas un fan. Je trouve que c'est un des pires contrats de la Ligue nationale Ouais. de hockey. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Si on reste dans l'actualité qui est arrivée au cours des dernières heures, messieurs, il faut absolument prendre le temps de se parler de Macklin Celebrini. Encore hier, 1 but, 2 passes, 21 points cette année, 14 matchs seulement. Et je vous rappelle que Macklin Celebrini n'a pas encore 20 ans. Là. Ouais, Et quand on regarde dans la Ligue nationale de hockey, après 14 matchs, les 14 premiers matchs d'une saison pour un adolescent, ce qu'on dit en anglais un teenager, parce Ouais. que c'est des 18 et des 19 years old, mais dans la catégorie 14 matchs, tu as Steve Eisenman, 23 points, Wayne Gretzky, 23 points, Sidney Crosby, 21 points, Brian Trottier, 21 points, et Macklin Celebrini, 21 points. Pas pire compagnie, ça. C'est dur à battre comme liste pour de vrai. Là. C'est la incroyable. crème de la crème. Puis lui, là, le club à San Jose,
c'est lui le meneur. Là. C'est de loin leur meilleur joueur. C'est lui qui tire l'équipe. Il est pas bien entouré, puis il fait ça en ce moment. Moi, pas juste moi. La plupart des gens disaient que Connor Bedard était un meilleur espoir que Macklin Celebrini, que c'était Bedard le générationnel, puis que Celebrini était très bon, mais pas de cette trempe-là. Là, l'échantillon est super court. C'est des gars qui sont jeunes. Mais je pense qu'en ce moment, tu sondes les 32 DG de la LNH qui tu prends entre Celebrini puis Bedard, puis c'est 32 en 32 pour Celebrini. Mais peut-être que dans 4-5 ans, ce qu'on voit régulièrement ces temps-ci avec les Stars, l'Avalanche, les Oilers, que c'est la finale de l'Ouest qui arrive quasiment à chaque année, là, une variation de ça. Les Golden Knights qu'on pourrait racheter dans le tas. Mais peut-être que dans 4-5 ans, ce sera les Sharks contre les Blackhawks. Comme quoi, les reconstructions, ça sert à quelque chose. Exactement. Hein? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Puis c'est le fun en plus parce que c'est deux Canadiens, c'est deux gars qui sont spectaculaires. Puis j'aime ça, le 109 un petit peu qu'on a dans la Ligue nationale en ce moment. Là. Il y en a plein des jeunes qui font très bien. On a parlé de Montréal tantôt. T'as Bedard, Celebrini, mais à Anaheim, t'as Léo Carlson qui fait super bien, Connor Gauthier aussi. Il y a comme une vague de jeunes. Là. C'est plus tout le temps les mêmes qu'on voit au sommet des pointeurs. Puis ce vent de fraîcheur-là, il fait du bien. Ouais, tu sais, puis dans le cas des Ducks d'Anaheim, ce que j'aime, c'est que ils ont, tu sais, un peu comme le Canadien, c'est comme ils ont décidé tout de suite mettre leurs jeunes dans la Ligue nationale, leur faire confiance tout de suite, qu'ils prennent le pouls, là, ils grandissent ensemble. C'est incroyable. Quand les Ducks ont repêché Pavel Mintyukov, on pensait que ça allait être comme le sauveur un peu à la ligne bleue avec Olin Zellweger. Là, finalement, c'est Jackson Lacombe qui prend un peu plus de place et qui est intéressant. Mason McTavish qui est un très bon leader là-dedans, mais Leo Carlson en ce moment est incroyable. Connor Gauthier est incroyable. Ouais. Je suis content pour les Ducks parce que pendant leur reconstruction, c'était Troy Terry puis Frank Vetrano qui traînaient. Jusqu'à l'an passé, même. Tu sais, t'avais comme, OK, il essaie de se sortir de là, mais le problème, c'est que c'est les vieux. Puis là, tu vas chercher Jacob Trouba, puis là, tu signes Chris Kreider, puis là, t'es comme, ouais, mais tu sais, c'est bien beau, je suis bien d'accord d'entourer les jeunes, mais il faut quand même que les jeunes prennent la place, puis que ce soit eux là, qui fassent en sorte que l'équipe va chercher des victoires. Et là, cette année, c'est vraiment ce à quoi on assiste. Là, ce virage jeunesse-là, propulsé par Joel Kenville, est en plein essor à Anaheim, mais ce sera une autre équipe à surveiller, assurément. Eux aussi, je pense qu'ils vont dans la conversation avec les Sharks puis les Blackhawks pendant longtemps. Ces équipes-là vont être vraiment compétitives. Puis c'est des équipes qui sont excitantes à avoir joué. Là. C'est talentueux puis c'est le fun. Hey, je vous donne le top 10 des pointeurs dans la Ligue nationale au moment où on se parle, en ce 6 novembre au matin. Premier rang, Macklin Celebrini, 21 points. Un match de moins de disputé que Connor McDavid, qui lui aussi a 21 points, mais lui le fait en 15 matchs. McKinnon est à 20, Scheifele est à 20, William Nylander est à 20. Malgré les grosses critiques de Nylander, il produit, il est vraiment en feu. Là, 20 points en 11 matchs pour Nylander. Eichel est là, pas surprenant. Malkin, 19 points en 14 matchs. Malkin, ça c'est fou. C'est plus surprenant que Celebrini premier. Hey, voulez-vous un fun fact sur les Penguins de Pittsburgh? Je suis d'accord sur celle-là. Ouais. J'ai un fun fact sur les Penguins de Pittsburgh pour vous autres. Donc, Ben Kindle, en ce moment, qui joue pour les Penguins, et a 18 ans. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Premier choix des Penguins l'an passé. Il est né en 2007, OK, Ben Kindle, et le premier match de Crosby, Malkin et Le Temps a été en 2006. Et en ce moment, son coéquipier. Donc, Crosby, Le Temps, Malkin ont été plus longtemps dans la LNH que Ben Kindle est en vie. C'est fort. D'ailleurs, il a marqué 2 buts, je pense, Kindle, à son dernier match. Ouais. Une belle surprise. Une belle saison. Je poursuis le top 10. 8e, le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki. Il est là avec 19 points en 13 rencontres. Martin Netchas et Dylan Larkin ont 18 points respectivement. Je veux vous parler de Netchas. 11,5 millions. Nouvelle entente de Netchas avec l'Avalanche. Sur ce même fauteuil, la semaine dernière, je disais, signez à long terme les joueurs. Moi, je pense que ça va bien vieillir. Moi, je pense qu'il n'y en a pas de problème. Ben, je vous dirais que cette entente-là, je suis un peu moins sûr. Je pense que c'est beaucoup d'argent, les gars, pour Netchas. Ben, je pense que Netchas était dans une grosse position de force. Tu sais, de lui, il était UFA. Rantanen, finalement, il est signé pour 12 millions. On s'entend entre Rantanen à 12, Netchas à 11,5, c'est même pas proche. Même pas proche. Mais tu sais, le DG de l'Avalanche pouvait pas se permettre de perdre Martin Netchas. Parce que tu peux pas te sortir de toute cette saga-là, Rantanen, et rien avoir en retour. Fait qu'il y avait les mains liées. Puis Netchas en a profité, mais X, c'est beaucoup d'argent, 11,5 pour un bon joueur, mais c'est pas non plus un joueur du calibre Rantanen. Exactement. Mais il complète quand même très bien McKinnon. Parce que oui, OK, on est tous d'accord que Netchas,
lorsqu'il gagnait, je pense, c'est 6,5 de mémoire avec les Hurricanes. Il était peut-être un peu sous-payé, mais là, il a quand même 18 points en 14 matchs. Là. C'est pas comme s'il ne fait pas le travail, même s'il n'a pas nécessairement l'étiquette de superstar. C'est le bon complément pour McKinnon quand même. Mais ça a été juste vraiment une mauvaise gestion de la part de l'Avalanche du Colorado. Un manque de vision. Un manque de vision, de crime. Regarde où est-ce que ça s'en va. Regarde tous les contrats qui ont été signés. Déjà là, le contrat de Rantanen, il paraît super bien à 12 millions. Ben, c'est ça, là. Mais surtout, Rantanen, regarde ça, il est un peu crampé. Là. Puis en plus, lui, il est dans une bonne place à Dallas où il a un rôle très important de premier plan déjà. Puis il y a des meilleures chances. un impact. Sincèrement, il y a des meilleures chances de gagner la Coupe, je pense, à Dallas qu'au Colorado. Oui, je pense aussi. Ben, c'est une équipe qui est beaucoup plus profonde. Ouais. Qui a plus de talent de pointe au Colorado. Oui, exact. Peut-être. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, OK, c'est sûr que Makar et Heiskanen, c'est pas le même calibre. Mais Miro Heiskanen, c'est pas un pied de céleri. Non, c'est un très bon défenseur. Thomas Harley non plus. Puis là, on verra si Jason Robertson va poursuivre l'aventure. Mais Rupin, c'est bon. Wyatt Johnston est bon. Jake Ottinger en arrière est excellent. Et les Stars repêchent très bien, contrairement à l'Avalanche. Ouais. Les Stars, chaque année, ils sortent un nouveau gars qui est capable d'avoir un impact rapide au sein de leur équipe. L'Avalanche, ça fait longtemps qu'ils ont repêché un joueur d'impact, l'Avalanche, pour de vrai. Là. Adam Ritchie, mais ils l'ont échangé. C'est ça, exactement. Alex Newhook, ils l'ont échangé. Mais ça, c'est parce que tu as dit joueur d'impact et Alex Newhook dans la même phrase. Là. Non, mais pour eux... il y a un impact sur le Canadien en ce moment. Mais pour eux, à ce moment-là... Joueur d'impact, là. Ben là, il y a 9 points en 13 matchs. C'est un joueur d'impact. Non, il joue sur les désavantages numériques. Je pense que qu'est-ce que Oli voulait dire, c'est qu'au moment où l'Avalanche a drafté Newhook, c'était un bon potentiel. C'était un joueur. Mais moi, je parle d'un joueur qui est régulier dans la LNH. Ça fait longtemps qu'ils en ont repêché un. OK, mais pour moi, c'est pas ça un joueur d'impact. Mais un joueur d'impact, Newhook, ça va tomber. Non, ça va tomber. Il joue sur le top 6 d'une des meilleures équipes dans l'Est. Ouais, mais là, tu prends les faits. Ouais, je comprends, là. Mais quand même, là. Tu sais, Alex Newhook, dans ma tête, à moi, c'est un third liner. Je pense que mais il joue pas comme un third liner en ce moment. Oui, mais lâche-moi, là, en ce moment, là, tu m'as dit qu'ils ont pêché Alex Newhook puis c'est un joueur d'impact. Mais peut-être qu'on voit enfin le vrai Alex Newhook. C'est un gars qui est talentueux, 16e au total. Il a mis des points là-dessus, Big. OK. Qu'est-ce que tu veux parier, Big? Moi, écoute, Alex Newhook, dans sa carrière, n'a jamais fait plus que 34 points. Là. Puis cette année, il va en faire... combien de saisons dans la NHL, Alex Newhook? 5. Il a joué 6 matchs en 20-21. Il a gagné la Coupe à sa première vraie année en 21-22. Fait que ce serait sa 5e année complète. Il s'est gagné. OK, mais disons, c'est très possible qu'il fasse, disons, 55 points cette année, Alex Newhook. Là. Ça, c'est un impact. 55 points, c'est joueur d'impact. Ouais. Mais 34 points à date, meilleure saison en carrière, c'est pas un joueur d'impact. Mais en fait, est-ce qu'il va suivre le même rythme? Là, je pense pas. Là. S'il joue avec Demidov toute l'année, pourquoi pas? Peut-être. Ouais. Mais écoute, tant mieux. Sais-tu quoi? Tant mieux si t'as raison. Bon, merci. J'aimerais ça qu'il remplisse les attentes qu'on a eues envers lui. Voulez-vous échanger Alex Newhook pendant que sa valeur est élevée en ce moment? C'est une idée qui circule présentement dans la saison. C'est comme un peu la même décision de Matheson de 2 ans. Mais c'est pas par tout de la même chose. Comment? Ben, le 2 ans, on était en pleine reconstruction puis on s'en allait. Puis Matheson va donner UFA et RFA. Ouais. Ah, OK. Mais non, mais écoute, le Canadien fera aucune transaction vendeur. Hein. Je pense pas. Si Alex non, Newhook dans le sens, il faut mettre la main sur le deuxième centre. Ouais, c'est ça. Si Newhook était échangé, c'était dans une transaction structurelle, mais honnêtement. T'échangerais-tu Newhook dans une transaction pour Kadri? C'est une bonne question. Moi, je pense pas, parce que Newhook a 24 ans. Joueur d'impact. Je pense pas. Non, mais je pense que Newhook rentre bien dans le moule que le Canadien cherche à aller, cherche à créer. Mais pour moi, chez le Canadien, je peux te nommer 8 joueurs d'impact avant Alex Newhook. Facile. Sans y penser. Est-ce que Alex Newhook, dans une équipe en reconstruction, est un joueur d'impact présentement? Non. Non, mais dans son rôle en ce moment chez le Canadien, il a un impact. Ben oui. Oui. Mais c'est... En tout cas, regarde, on va arrêter de s'aligner là-dessus. Vous avez compris que le mot d'Olivier, c'était impact. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on s'en allait avec nos skis à travers ça? On parlait de Martin Necas. Ouais. Moi, je suis curieux de vous entendre parce que le gros argument qu'on sortait du côté du Colorado pour pas signer Rantanen, c'est parce qu'on avait donc peur du contrat de Cale Makar, à juste titre. Mais là, on signe Necas, 11,5 millions. Ça coûtera pas moins cher pour Makar, là. Non, pas du tout. Ça s'en vient, là. Ouais. Il pourrait signer le plus gros contrat de l'histoire. Plus gros qu'Aprizov. Ça risque d'arriver. Là.
Je pense pas que c'est son genre, par contre. Moi, je pense qu'il va signer pas mal la même affaire. 17 millions. Parce que lui, c'est dans 1 an. Ouais, À partir de cet été, il devient éligible. C'est ça, il va pouvoir signer à partir du 1er juillet, mais son contrat expire l'année suivante. C'est ça. Avec le plafond qui augmente, Puis vraiment, il le mérite, là. Ben non, il est incroyable. C'est peut-être le meilleur joueur de hockey, là. Fait que Ouais. c'est juste qu'est-ce que tu veux faire pour donner une chance à ton équipe de gagner. Ce que Kaprizov n'a pas fait, ce que McDavid, lui, a fait. Mais là, en même temps, tu regardes, tu peux pas faire. Tu dois faire au moins un petit peu plus que Netchas si t'es Cale Makar. Là. Ben là, c'est sûr. Au moins 2-3 millions de plus. plus que ça. 2 millions de plus, c'est 13,5. Bien plus que ça. Au minimum, ouais, mais en 15 même temps- millions. Parce que, puis oublie pas que le plafond va continuer à évoluer. Là. Ouais. Le pourcentage des salaires va changer, puis ça, c'est... Puis même le contrat maximal que tu peux signer, ça va être plus haut parce que le plafond salaire Ouais, continue c'est ça. à augmenter. Tu sais, ça Mais- va être 20% de peut-être... tu sais, on parle d'une projection, je pense que c'est 104 qui est projeté l'année dernière selon les chiffres qui avaient été avancés. Friedman s'est même mouillé en disant que ce serait plutôt 107. Et l'autre chiffre, ça avait été 113. Est-ce que ce sera 118? On le sait pas. Ben là, ça commence à être des gros sous, là. Oui, c'est vrai, puis ça va monter quand même assez rapidement, mais l'argument du groupe et de rester avec l'équipe et de gagner avec l'équipe en est pour beaucoup. Je pense que Cale Makar aussi dans cette mentalité-là. Moi, je vois un genre de 15 millions peut-être pour Cale Makar. Si l'Avalanche le signe 15 millions, c'est une sacrée aubaine. Mais je pense que c'est ça qui va arriver, honnêtement. Ça se peut. Ça se peut. Ouais. On aura la réponse dans une couple de mois. Contrat aussi qui a été signé cette semaine. Celui-là va pas mal moins bien. C'est Jack Markstrom. Jacob Markstrom a signé 2 ans à 6 millions avec les Devils New Jersey. Gardien qu'on verra peut-être en action ce soir contre le Canadien de Montréal. Ça va pas bien du tout pour Markstrom à 35 ans. Il y a une moyenne de 4,17 et un pourcentage d'efficacité de 875. Moi, j'ai comme l'impression que du côté des Devils, on s'est dit, garde, on va lui donner un contrat de 2 ans. Ça va peut-être le sécuriser mentalement et il va peut-être retrouver les rails. Parce que à date, là, ça glisse un peu, puis peut-être que sa question contractuelle lui trotte un peu dans la tête. Là. Il commence à être vieux en plus, Markstrom. C'est surprenant parce qu'il est comme arrivé vieux dans la LNH. Là, ça lui a pris du temps après la Floride. Puis les Canucks, ça a vraiment prendre son envol. Fait que, tu sais, il est déjà à 35 ans. Mais quand il est en forme, il s'est parmi quand même les bons gardiens de la LNH. Là. Ben oui, Je pense qu'à 6 millions, c'est pas un pari qui est très risqué. Puis c'est possible qu'il fasse le travail, mais en ce moment, Jake Allen a des meilleurs stats que lui. Ouais, mais c'est le futur, en fait, qui fait peur au New Jersey. C'est parce que là, t'as 2 vieux gardiens de but. Là, Puis ils n'ont personne, je pense, dans le système. c'est Nico Dawes. Nico Dawes, exact. T'sais, on a échangé à Akira Schmidt. Puis Akira Schmidt, en ce moment, fait très bien Ouais, avec les Golden super Knights. bon début de saison. Vraiment. honnêtement. Il y a eu un blanchissage dernier match d'ailleurs. Avec Eden Hill qui est blessé. Mais c'est vrai que les Devils, ils n'ont pas... Nicolas est correct dans la Ligue américaine, mais c'est pas un. Tu sais, c'est pas comme le Canadien que là, on est comme, oh, on en a, là. On a une banque d'espoir devant le filet, puis c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est Jérémy Brodeur, l'autre. Ben, ils ont drafté Mihal Yegorov en 2e ronde en 2024. Lui, par exemple, va falloir faire attention à ce gars-là. Il joue à BU en ce moment, puis il est excellent. Ah ouais? Ouais. Sinon, je regarde, ils ont quand même drafté des gardiens, mais pour être honnête, je ne les connais pas. Yacoub Malek en 21, en 4e ronde. Tyler Brennan, ça, j'ai déjà entendu pas de lui parce qu'on l'a vu, les compétitions et tout. Là, il jouait dans la WHL en 4e ronde en 2022. Mihal Yegorov, auquel on a fait référence. Et finalement, en 4e ronde encore, Trenton Bennett. OK. Donc, Ah, puis c'est intéressant. Ah non, c'est vrai. Yegorov, attendez. J'ai accidentellement. Ouais. Yegorov, en plus, c'est le prototype du grand gardien, un peu comme le Canadien. Là, on prend une chance sur des gardiens de 6 pieds 3, 4, 5, des gars qui sont grands comme une grue puis qui ils prennent la place devant le filet. Tu sais. Absolument. 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 Les gars, vous êtes fatigués, je pense. Je pense que le show du matin oui. vous rentre dedans. Bien sûr. Mais écoute, Honnêtement. à un moment donné, c'est parce qu'on manque de sommeil et on le pèle par en avant. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça qui arrive. C'est parce que là, on est seuls, nous deux, en studio cette semaine. Fait qu'il n'y a pas Le chantier de construction, Gilbert il et est vide Anthony pas mal. là. pour. Mettre un peu de piment. dans le Ouais, pâte. c'est ça, avec des bonnes histoires, des commentaires politiques. Ouais. Dans le fond, tout pour animer une bonne conversation. Quoi. Exactement. Exact. Hey, New Jersey, on va aller avec les Islanders. Avez-vous vu passer, Patrick Roy, Matthew Barzal, LT Scratch? Oui, parce qu'il a raté. Il est arrivé en retard à une pratique. Ouais, quelque chose du genre. Écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça.
Non. Puis je pense que tu n'as pas le choix en tant qu'entraîneur-chef. Puis honnêtement, si tu es Patrick Roy, tu lui dis ça me fait chier moi-même de devoir faire ça. Mais tu m'imposes ça. La décision de te laisser de côté, c'est toi qui l'as pris. C'est pas moi qui prends la décision de te laisser de côté. C'est quand tu es arrivé en retard que tu as décidé toi-même d'aller faire un tour sur la passerelle. C'est comme ça, faut que tu le vendes au final. Parce que tu as un standard au sein de l'équipe. Là. Ah oui. Tu sais, il y a des règles établies, il faut que tu arrives à l'heure, puis quand ils les respectent pas, il faut qu'il y ait des conditions, sinon ben ça fait boule de neige, puis là après ça devient un free-for-all. C'est comme dans la NFL, les Dolphins de Miami, ça a l'air que c'est catastrophique. Ça a commencé l'an passé, les gars arrivaient en retard au meeting, aux pratiques, ils s'en foutaient, mauvaise culture au sein de l'équipe. Puis là cette année, toi les a même call-out en disant hey, on a des players only meeting, puis les gars se présentent même pas, genre ça. Fait que tu sais, t'as besoin des règlements de base comme ça, là, faut que tu les fasses respecter coûte que coûte. Mais t'imagines si, mettons, Maxime Tsplakov arrive en retard, puis lui, il va passer un match à la passerelle, mais Barzal, lui, lui, c'est correct, sous prétexte c'est le que vétéran. top joueur. Vedette. Ça, c'est comme le pire affaire qui peut arriver pour une culture d'équipe. Puis là, après ça, un système à 2 vitesses, puis tu t'embarques dans un cirque pas possible. Ouais, puis tu sens que les Islanders, ils veulent vraiment établir quelque chose, là, tu sais, avec l'acquisition de Schaefer à cause du repêchage et tout. Tu sens que là, c'est le début de quelque chose. Tu veux établir quelque chose de strict tout de suite, de solide, puis après ça, tu vas de l'avant. Patrick Roy, c'est un des meilleurs entraîneurs pour établir ça. Puis tu sais, c'est plus l'époque de Lou Lamoriello, là, qui lui, on le connaît, il y avait toutes ses règles sur les barbes, les numéros, les habits, les ci, les ça, mais ben, tu sais, ça reste que le hockey, c'est une business comme n'importe laquelle autre. Tu sais, quand tu t'en vas au travail, faut que tu arrives à l'heure. Là. Imaginez si nous, on arrivait en retard le matin à cette émission. Oublie ça. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Genre que le cadran sonne Mais pas, là. ça va pour n'importe qui, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si seulement ça s'était pas déjà Ouais, fait. c'est pas donné à tout le monde, mais tu sais, peu importe où tu travailles, que tu sois un vendeur qui travaille quelque part, que tu travailles dans une job de bureau, dans une épicerie, la ponctualité, c'est la base. Là. C'est la première règle quand tu travailles. Si on veut compter sur toi, on est une famille, on est une équipe, tout le monde, tu sais. Autant sur la patinoire, est-ce que je me fais attaquer de dos? Est-ce que mon coéquipier va venir me défendre? Je peux-tu compter sur lui? Ben, je peux-tu compter sur lui pour être à l'heure? C'est un peu le même principe qui est représenté. Tu as glissé au passage, un de vous deux, Matthew Schaefer. Quel début de saison, honnêtement. Il est incroyable. Il est incroyable. On dirait que la transition, elle s'est faite naturelle aussi. Et hier, d'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle après le show après la game des Islanders, il a passé à TNT. Là, il y a eu une entrevue avec le panel. Puis c'était Henrik Lundqvist qui a posé la première question. Puis Matthew Schaefer a répondu en disant là, ça va être la dernière fois que c'est un Ranger qui me pose la première question. Là, en venant de Long Island, les gens vont pas être contents, mais celle-là, je vais la laisser passer en joke. Fait que tu vois que le gars, il est déjà en confiance. Tu sens qu'il y a déjà une bonne responsabilité au sein de l'équipe, puis qu'il accepte vraiment bien son rôle. Et écoute, il est excellent là, depuis. Mais c'est un gars en plus il a fait face à de l'adversité. Il est tellement mature déjà pour son âge. Ouais. Puis moi, ce qui me surprend, c'est surtout que crime, le gars, il a été blessé sérieusement l'an passé. Là. Oh oui. C'était-tu le ligament qui avait été déchiré au Mondial Junior? En tout cas, grosse blessure. C'est la clavicule, non? OK, en tout cas, grosse blessure. Mais tu sais, il a pas joué depuis décembre. Il débarque dans la LNH, puis dominant sur la glace. C'est déjà un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Ouais. Et il est super jeune. Là. Il est très jeune. Lui, il a eu 18 ans quelques jours après la date limite du 15 septembre. Je pense qu'il est né le 17. Ouais, c'est ça. Il aurait très bien pu être éligible pour le repêchage de l'an prochain. Ben, c'est ça. Lui, c'est un 18. Tu sais, Celebrini aussi, je pense que c'est un late. Lui aussi, il est 18 ou 19, Celebrini. Schaefer, c'est l'inverse, en fait, parce que si ça avait été un 17, il aurait été dans les plus vieux de son repêchage. Qu'on dirait que c'est un late. Schaefer, c'est début septembre. Avant le 15 septembre. Donc ça veut dire que c'est dans les plus jeunes de sa repêchage. Exactement. Ouais, c'est l'inverse. Il aurait pu être ouais, c'est ça. Exact. Ouais, s'il avait été comme 2 semaines plus tard, il serait pour la QV 2026. Le repêchage 26. Bref, Oh, McKenna Schaefer, imaginez. Ouais, c'est ça qui rend ça encore plus impressionnant. Et la façon qu'il se comporte présentement, s'il avait cette saison-là dans le junior, mettons qu'il reste en santé, il chaufferait réellement Gavin McKenna. Ah ouais. Ah, ça aurait été, très cool, ça. C'est incroyable. 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 Hey, parlant de CN incroyable, avez-vous vu le but de Marcus Johansson contre le Prédateur de Nashville? Ouais. Un but que Justus Annunen voudra pas regarder, encore une fois. Il a quasiment fait un David Leggio de lui-même. Ouais. Wow, la référence! Ouais. Explique-la Très pour bien. les gens. Là, parce que... Vous avez sûrement déjà vu cette clip-là passer, soit sur les réseaux sociaux ou dans les montages là, à la 30 images secondes. Là. C'est un gardien de but. Il a fait ça même 2 fois. Là. Il l'a fait dans la Ligue américaine, mais il l'a aussi fait dans la DEL allemande après.
il y a un 2 contre 0 qui arrive. Puis lui, à la place de faire face au 2 contre 0, il se dit allez donc chier. Il se retourne, il renverse son filet parce que le règlement, c'est tir de pénalité automatique. Fait qu'il finit par arrêter le tir de pénalité à la place de faire face au 2 contre 0. À cause de ça, la Ligue américaine a mis en place une David Leggio Rule. Donc maintenant qu'un gardien fait ça, il se fait expulser du match. Fait que tant mieux. Puis c'est ça, il a refait la même chose quelques années plus tard dans la Ligue allemande. Et eux aussi, à cause de ça, ont dû mettre en place la David Leggio Rule. Quand même. Mais en avance pour moi, ça devrait être un but automatique. Ouais. Ça, là, c'est le même principe dans ma tête qu'il y a un filet désert, le gars part en échappée, puis là, tu l'enfermes. Exact. On accorde le but, peu importe que la rondelle ou pas est rentrée dans le filet. Ou même au basket, c'est similaire quand un joueur arrive pour s'échapper, puis disons, comme il se fait retenir de l'arrière, il se fait accrocher. Ben là, il y a des lancers francs gratuits, là, même s'il est à l'autre bout du terrain. Ouais, mais parce qu'au final, c'est comme. C'est anti-jeu. C'est anti-sportif, même, je dirais. Là. Complètement. Mais en même temps, s'il n'y a pas de règlement puis tu as réussi à contourner, parfait. Mais Anounian, je suis pas sûr à 100% qu'il a fait exprès. On pourrait débattre. Ouais, la séquence est un peu hasardeuse. Tu sais, il bouge un petit peu, mais exprès ou pas, le règlement est le même. Exact. Ouais. Sauf que la seule différence là-dessus, c'est que Johansson, sur la première tentative, il rate le filet. Mais comme le filet a pivoté sur lui-même, la rondelle, à la place de se retrouver dans le fond, sur la bande, ben, elle frappe le filet qui est maintenant rendu là. Ouais, c'est ça, qui est rendu comme perpendiculaire. Fait que la rondelle, il revient vers lui et là, ben, il lance dans l'ouverture où est-ce qu'il aurait eu le but. Les prédateurs avaient tout arrêté de jouer. Tout le monde était un peu comme surpris. Et finalement, c'est le but gagnant en prolongation. Ah, ça, c'est fou, ça. C'est assez spécial. Les gars, quel est votre radar de la semaine? Qu'est-ce que vous avez surveillé cette semaine? Moi, j'ai quelque chose de bon pour vous autres, les gars. Donc, Samuel Montembeault qui est passé sur nos ondes, d'ailleurs, que ça va pas très bien depuis qu'il a fait le droitier-gaucher contre Gonzo. Il s'est replacé quand même. Oui, il s'est replacé. Encore une fois, mention à droite sur le tape, c'est pas une publicité ni une commandite, c'est juste que c'est circonstanciel. Mais durant son épisode, qui a été le premier de la 10e saison, il parlait de David Savard, qui est maintenant retraité. Comme quoi, David Savard enfilerait les jambières de gardien de but pour des entraînements, mettons, cet été, pour les joueurs du Canadien qui s'entraînaient. David Savard goalait. C'est incroyable. Mettons là, que. Attends, là. Mettons que Nick Suzuki allait patiner. C'est David Savard. Ouais, puis il voulait un gardien, mettons, puis il n'y avait pas de gardien disponible. C'était David Savard qui demandait à Samuel Montembeault de prendre son stock. C'est lui qui gaulait. Ben voyons, c'est lui qui prenait des lancers. Et d'ailleurs, ça a l'air qu'il faisait la grenouille pour bloquer les lancers. Je sais pas s'il faisait la grenouille pour bloquer les lancers. Mais d'ailleurs, ça a l'air qu'il fait ça aussi dans ses ligues de garage et qu'il aurait son équipement personnel. Il mettrait juste des patins. Moi, je rêve J'ai trouvé ça drôle en tabarouette. De ligue de garage, là, tu te fais dire, on affronte David Savard aujourd'hui, tu sais, il joue dans la LNH. Non, finalement, il va sauver la ligne bleue. C'est le gardien. Ah non, j'ai trouvé ça. On va avoir quand même une présence physique devant le filet. Finalement, il se couche à terre quand il est gardien pour bloquer les lancers. Ouais. Non, écoute, j'ai trouvé ça particulier. Fallait que je le mentionne parce que pour c'est vrai qu'il y a quand même une base de bloquer des tirs. Ouais. Il a fait ça quand même pas mal toute sa carrière. Ça a l'air qu'il est bon en plus. Ah, pas de misère. J'en doute pas. Ouais. Moi, sur mon radar, les gars, ça vient d'un texte de Kevin Dubé, journaliste au Journal de Québec, qui est sorti ce matin. Et on parle d'une fusion potentielle entre la Ligue canadienne de hockey et la USHL. Ça a été même discuté avec la Ligue nationale de hockey parce qu'évidemment, avec tous les changements à la NCAA, ces ligues-là se remettent en question. Ils sont en discussion avec la LNH de qu'est-ce qu'on fait là? On veut que notre produit reste bon. La LNH veut s'assurer que les joueurs continuent de bien se développer parce qu'en plus, ces ligues-là, ils reçoivent de l'argent de la LNH. Donc, potentiellement, la USHL se joindrait à la Ligue canadienne. C'est encore très embryonnaire. Fait qu'on sait pas comment. Est-ce que ce serait, disons, comme une 4e ligue? Est-ce que les équipes se rejoindraient par-ci, par-là aux différentes ligues de la Ligue canadienne? Mais moi, je trouve ça cool pour de vrai parce que, bon, il y a bien du changement, mais si t'es capable de ramasser dans la même ligue, là, tous les meilleurs espoirs de 16, 17, potentiellement 18 ans aussi, tout le monde en sortirait gagnant. Mais ça permettrait aussi de mettre un petit peu de lumière sur la Ligue de hockey junior maritime Québec. Exact. Puis là, ben ça, c'est jamais mauvais parce que s'il y a plus de dépisteurs qui suivent, il y a plus de talents du Québec qui brillent. Fait que ça, je pense que c'est pas mauvais. Puis selon les informations qu'on m'a données, ça va vraiment pas bien du côté de la USHL. Fait que si vous aviez à parier là-dessus, écoute, c'est encore très embryonnaire. Mais je pense qu'au moment où on se parle, ça regarde vraiment dans cette direction-là. Je ne peux pas m'avancer vraiment plus que ça, mais c'est ce qu'on m'a donné comme info. Insider? Insider. Puis, insider. On pourrait me qualifier comme ça. Insider. Pas un chirurgien, juste un insider. Juste un insider. Ouais. Puis je pense qu'il y a de quoi aussi à avoir comme...
une vraie ligue junior avec un engouement qui est un peu national. Là. Si tu réussis vraiment à grossir ça, ben là, ça devient intéressant. Puis t'as tout le monde plus ou moins regroupé dans la même ligue parce que là, les joueurs, ils commencent à être un peu éparpillés. C'est pas comme si c'était déjà fait. Je veux dire, il y a des équipes aux États-Unis dans la Ligue de l'Ontario, il y a des équipes aux États-Unis dans la Ligue de l'Ouest. Au Québec, on a déjà eu les Maniacs de Lewiston. C'est vrai. Ouais. Là, par contre, en tout cas, je regardais tantôt, puis la USHL, la plupart des équipes sont dans le Midwest américain. Ouais. Fait que c'est comme, géographiquement, c'est pas idéal, disons, pour la Ligue de l'Ouest ou le Québec, mais en tout cas, il y a définitivement de quoi à faire avec ça parce qu'il y en a des grosses franchises. Là, le Steel de Chicago, ça fait longtemps qu'ils sont c'est un là. gros C'est marché. les là. remparts de Québec, la USHL. Exactement. Exact. Puis ils ont de l'argent, puis t'en as une couple là, comme ça. Mais c'est un des petits, je veux dire, c'est pas tous les marchés, par contre, qui ont du cash de même. Là. Non, exact. Fait que je Fait que, sais tu sais, comment est-ce que ça fonctionne pour les avions, pour le déplacement. Après ça, il faut que les clubs de la Q se rendent dans ces marchés-là aussi. Ouais. C'est pas juste de venir jouer ici, c'est qu'il Non. faut aller jouer là-bas. Là, il y a Terre-Neuve, Le Muskegon, régiment de tu feras Terre-Neuve. pas ça en bus. Là. Ouais, c'est ça. On salue les Lumberjacks de Muskegon. Ah oui. L'ancien club à Gilbert. Gilbert. Mais c'était pas dans la USHL, évidemment, Gilbert. Non, lui, il a joué avec les Saguenay de Chicoutimi. Oui. Yes, son chandail est retiré d'ailleurs. Ouais. Ah ouais? Tu savais pas? Oui, son Ouais. chandail est retiré au plafond du Saint-Georges. Puis Gilbert, c'est lui qui a le record du plus de buts pour un défenseur à sa première année dans la LHJMQ. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais. C'est un défenseur en caractère offensif avant. Ouais. C'est. Pourquoi tu ris? Il a comme une trentaine de buts, je Parce pense. qu'il parle tout le temps de lui quand il était pas offensif dans la Ligue nationale. Ouais, mais là, c'est parce que C'est, ça a changé. ouais, il s'est adapté. C'est comme Carbo, là. Carbo, il mettait des chiffres sur le tableau, puis dans la LNH, c'est devenu un attaquant défensif pur et dur. Puis C'est OK. c'est comme ça. Carbo, tu connais? Ou c'est trop vite pour toi? Et Carbo quoi? Justin Carbonneau? Ouais, bien sûr. Mon radar cette semaine, les gars, moi, je m'en vais dans une autre direction. C'est l'histoire complètement folle d'Arthur Kaliev. Ce qui a été rapporté dans le New York Post. C'est fou, honnêtement. Problème de gambling. Un problème de gambling majeur. Ouais, là. énorme. Là. Écoute, il a fraudé sa petite amie. Il l'a fraudé pour pas loin de 50 000 $ pendant leur relation. Il doit encore plusieurs dizaines de milliers à quelques coéquipiers chez les Kings. Ouais. Même Rob Blake était frustré après Kaliev parce qu'il refusait de payer, de typer, dans le fond, les soigneurs, les trainers, puis les choses comme ça, ce qui est commun dans la Ligue nationale. Ça a l'air qu'il n'aurait même pas payé son agent, Ian Pulver. C'est fascinant à quel point Arthur Kaliev a des gros problèmes de sous. Moi, ça me renverse de gaspiller ton talent comme ça. Tu es un ancien haut choix de deuxième tour. Tu as un excellent lancer. T'es promis à une belle carrière. Puis là, c'est genre, sauf qu'il peut. Là, les Kings, les Rangers, là, t'es rendu avec les Sens, t'es rendu dans la Ligue américaine. Ouais. Je trouve ça triste, moi, de voir à quel point le gambling, à ces montants-là, ça peut pourrir. C'est une maladie, vie, là. hein, cette dépendance-là. Puis ça a sûrement commencé à un jeune âge pour lui. Puis c'est fou de. Écoute, le gars, il a fait des millions déjà dans sa jeune carrière. Puis ça lui a fait prendre tellement des mauvaises Exact. décisions. Puis je serais pas surpris que ça ait fini par affecter son jeu, là, parce que c'était un gars qui avait beaucoup de potentiel. Mais tu sais, il s'est mis des coéquipiers à dos, il s'est mis sa blonde à dos, Ben, de la tout le famille monde, à dos, tout le exact. monde à dos. Exact. C'est triste, sincèrement, de voir ça. Un jeune qui a gâché sa vie comme ça. Puis on en verra d'autres. Ben oui, Sûr. Parce que, tu sais, exact. moi, j'ai jamais été un gros parieur. Là. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Mais lorsque le peu de fois j'ai parié, mettons, plus jeune au cégep, parce que j'avais plein d'amis qui tripaient sur le sport, Ouais. puis là, ben, on s'apprête à écouter en gang un match important d'NFL ou un match important de hockey ou peu importe, ben là, on partait. On mettait nos manteaux. On allait au dépanneur. Ben On ouais. ramassait le petit papier. Noircissait ça. Donnait ça au caissier. On retournait à la maison. S'installait devant le match. Ben maintenant, là, c'est... Pète sur le bol de toilette, puis Ah ouais. parler. Tac, 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 tac. Ah ouais. Ouais. Ah non, c'est fou. C'est rendu fou. Puis d'ailleurs, les jeunes joueurs aussi n'ont pas d'éducation financière. Puis c'est des gros montants qui arrivent rapidement. Puis surtout quand tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup d'ambition, le club te voit. Donc, beaucoup d'argent rapidement. Ça, c'est difficile. Parce qu'après ça, tu sais pas quoi faire avec ça. Là. Puis là, au final, cet article-là du New York Post a fait des outils parce que la Ligue nationale de hockey a annoncé au cours des dernières heures qu'elle va réouvrir une enquête Ah ouais. sur Arthur Kaliev. Parce qu'il y a quand même des choses là-dedans qui sont très graves. Fait qu'on verra là, comment va tourner pour le jeune joueur. C'est pas vieux, là, Kaliev. 24 24 je pense. Ouais. 24 ans. C'est incroyable. Il était promis vraiment à devenir un joueur d'impact. était bon, Malheureusement, ouais. je ne pense pas que ça rentre dans la discussion. Non. Non? Non. Non, Impact. malheureusement. Non? C'était même pas mon L'impact. mot en plus. Non? Tu devineras jamais c'était quoi mon mot. Non, Non. j'espère Non, c'était vraiment très pas. subtil. Très subtil. La semaine dernière, nos mots, c'était respectivement banane pour Hugo. Moi, j'avais chaussette. Et Oli, tu avais trombone. J'espère que vous aviez réussi à les découvrir à la maison. Sinon, ben, voici où ils étaient.
C'est fou à quel point il y a du talent sur cette unité-là d'avantage numérique, puis ça fait juste commencer. Là. La rondelle circule vite. Exact. Tu as plein de joueurs avec des forces, des attributs différents, puis c'est pas unidimensionnel comme avantage numérique. Les 5 gars sur la glace sont des menaces, à la place d'avoir une attaque à 5 qui est construite vraiment pour un seul gars, que si tu réussis à bien closer le gap, à bien le surveiller, ben ça n'a absolument rien par la suite. Puis disons, vers la deuxième moitié de saison l'an passé, l'avantage numérique du Canadien était rendu mauvais. Là. Piqué du nez, ouais. C'était vraiment décevant Ben ouais. pour le talent qu'on avait. Alors que là, cette année, j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça va être une force. Ouais. Non, mais ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est vraiment juste le mouvement de la rondelle puis le comportement des joueurs. Tout est plus rapide, tout s'exécute plus rapidement, puis on a vraiment plus de résultats aussi. Le dernier match, j'ai regardé Lane Hudson, là, puis il y a comme une nouvelle tendance là, dans les avantages numériques. Austin Matthews, il le fait super bien. C'est des bons lanceurs, des bons tireurs de la pointe ou des défenseurs qui sont vraiment, vraiment mobiles vont se retrouver à faire une genre de banane avec la ligne bleue pour revenir et ouvrir ses options de passe pour amener les alliés vers la ligne bleue. Tatou à part ça, comme tous les joueurs font maintenant, de la coupe. Steve Dangle, il ferait genre un stream juste de lui dans une pièce seule en train de pleurer. Steve Là, Dangle, ouais. Mais c'est tellement, honnêtement, Marner, il a été lancé comme une vieille chaussette. Tu sais, ça a été vraiment le bouc émissaire. On a pris pour acquis que tous les problèmes allaient se résoudre une fois que Marner allait quitter. Puis c'est comme si on n'était pas prêt à mettre nos bottes de travail. Puis c'est pas juste comme ça que ça marche. Mais non. Surtout quand que peut-être que dans le vestiaire, peut-être pas la meilleure attitude. OK, est-ce qu'il considérait déjà quitter pour Vegas plus tôt? Peut-être que tout ça, c'est vrai. Mais au final, on parle quand même d'un joueur responsable défensivement qui met 100 points sur le tableau. Parce que le plafond va exploser. Puis je reviens sur mon exemple de Gunter. Ça fait pas longtemps, Gunter. Là. Non. Une couple de mois. Là. Et ça chialait. Voyons, 7,1 millions, il n'a rien fait. On a vu la même affaire avec Nazar il n'y a pas longtemps. Les joueurs, avec cette explosion-là du plafond salarial, ça va tous être des aubaines. C'est ça. Faut arrêter de se crever les yeux avec un trop bon quand on voit ça. Là. Exact. Bien dit, Olivier. Exactement. Hey! Exactement. Wow! Alors voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous saurez repérer les mots pour aujourd'hui. Puis les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Yes, sir. Ouais, monsieur, ça va être À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.